Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Azamandro de Boap Media. Je suis très heureux d'être aujourd'hui face caméra parce que ça fait longtemps déjà. Aujourd'hui on est là pour l'émission EDM. Aujourd'hui on va parler de la documentation du hip-hop belge. Pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y avait dans le passé et qui sont les acteurs et les gens qui pensent à trouver et fabriquer les archives, en tout cas garder les archives. Je ne vais pas parler tout seul, vous le savez. J'ai des invités avec moi, des invités prestigieux. On a changé de décor par rapport à l'épisode précédent. On est chez Pias, là où est logé l'expo Belgian Hip Hop Legacy, organisé par Melody Girls. Je vais présenter mes invités tout de suite. J'ai l'un des cofondateurs de Melody Girls, Sonny Mariano. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Je vais super bien, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Je sais que toi c'est un truc qui te parle forcément puisque tu es là-dedans, tu es l'archiviste. Je suis un des archivistes. Un des archivistes, oui bien sûr, il y en a beaucoup. À ta gauche, Accro, qu'on ne présente plus, hein, chef éditorial de Tarmac actuellement, auteur de la série documentaire Timeline, grand acteur du rap belge, hein, on connaît, hein, avec Starflame et tout. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Super, je suis très content comme Sonny de t'avoir dans cette émission. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions qui traitaient justement du côté archiviste. Revenir un peu sur ce côté-là en Belgique, c'est rare. Timeline est sorti, ça a créé beaucoup de choses dans nos têtes et dans nos cœurs. Toute l'équipe de Boap Media souhaitait faire quelque chose par rapport à la documentation du hip-hop. Moi personnellement, quand j'ai créé ce média avec Mathieu, j'ai dû chercher beaucoup d'archives, beaucoup de documentation sur le hip-hop belge, le rap belge. Et j'ai trouvé des choses, il y existe des choses, mais il y en a encore plus aujourd'hui. Et peut-être pour certains, il n'y en a pas eu assez ou il n'y en a pas assez. Donc c'est pour ça, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je fais cette émission avec vous et que j'ai envie, je souhaite en tout cas parler de la documentation sur du hip-hop belge, mais du rap belge surtout, avec tous ceux qui vont nous regarder. Avant de commencer, abonnez-vous, Boap Media, on est sur tous les réseaux sociaux. L'émission est diffusée sur YouTube. Cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez toute notre actu, toutes nos vidéos, tous nos contenus. Ça donne de la force. Merci à ceux qui nous donnent déjà de la force, ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus, Boap Media. On est l'un des médias hip-hop belges qui essaie de faire le plus pour mettre en avant les acteurs et actrices de ce mouvement. Et voilà, aujourd'hui avec Sonny et Accro pour EDM. C'est parti. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, présenter Melody Girls et toi-même et puis nous dire comment est-ce que toi, tu entres dans le hip-hop? Melody Girls, c'est une structure qui, si tu veux, a deux grands pôles. On a d'abord tout ce qui est l'archivage et comme tu disais, la documentation du hip-hop belge. Donc on fait des talks, on fait des expositions. Quand on nous appelle pour des podcasts, on est souvent présent. Et puis le deuxième axe, c'est du management, du booking. Ce que fait une agence classique en fait. Nous, on a fondé Melody Girls par nécessité parce qu'on avait déjà fait deux expos à l'époque, une en 2016 du côté de Morlanway et une autre en 2017 au Piano Fabrique. Moi j'ai commencé aussi par un TFE en fait, c'est-à-dire que toute l'histoire elle démarre d'un TFE en 2012 sur le hip-hop belge. De là a découlé tout ça, une passion où dans le début des années 2000, moi je découvre un peu tout ça, en tout cas l'aspect belge via la télé. Moi je voyais les clips de Starflame, de Pitcho, de CNN, de Slidey et c'est entré chez moi via l'écran en fait, simplement. J'étais très loin de Bruxelles, de fil en aiguille tu t'intéresses, tu commences à prendre le train, à rencontrer des gens, à te passionner pour ça et ça en devient un peu une boulimie quoi. Tu vois n'importe quelle archive, n'importe quel disque, tu te passionnes pour ça et ça s'arrête jamais. T'as jamais essayé l'une des disciplines du hip-hop? Non, on m'a souvent demandé pourquoi je mixais pas ou pourquoi j'avais pas tenté le graffiti parce que je trouve déjà que rien que d'archiver des disques, je suis manager aussi à côté, ça fait déjà beaucoup, faire de la prod de concert. J'ai déjà l'impression d'avoir touché à 4, 5, 6 métiers. J'ai trop de respect pour ce que font les DJ, les graffeurs, les rappeurs. J'ai griffouillé hein, comme un peu tout le monde sur les bancs de l'école. C'est assez rigolo, mais c'est pas ma discipline. J'estime que chacun doit être à sa place. Est-ce que tu as fait ce travail aussi sur le rap français, le rap US, puisque tu es un passionné d'abord hip-hop, ou est-ce que tu t'es tout de suite dit il faut faire ce travail sur la Belgique? Moi, j'ai commencé à écouter du rap américain et du rap français. C'était IAM un peu comme tous les gens de ma génération. Mais du coup, tu collectais aussi ces archives-là? Non, là c'était simplement des CD, comme tout le monde, tu vois la télé, la radio. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu ça au niveau belge. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que rien n'avait été fait. Et plus je collectionnais, plus je me disais, je vais en faire quelque chose un jour. Tu vois. Vocation. Ouais, je pense que c'est vers peut-être 2008-2009, je sentais que dans le futur, j'allais en faire quelque chose. Je pense souvent à Dextro qui devait être avec nous aujourd'hui, qui lui collectionne déjà tout ce qui se fait sur le graffiti, à des gens comme Neda qui a aussi pas mal d'archives, mais vraiment ce côté de recenser les disques, j'avais pas encore vu quelqu'un le faire. Mais j'ai dû passer par le hip-hop français, américain, avant de me dire il y a vraiment ce truc en Belgique qui est aussi immense en fait.
Et là, on a actuellement recensé en une grosse dizaine d'années plus de 2000 disques, vinyle, CD, tape, tout confondu. Je posais une question à toi, Accro. À quel point est-ce que la documentation aujourd'hui sur le hip-hop en Belgique, donc vraiment toutes les disciplines si possible, est-elle importante pour quiconque? Il faut revenir au début de l'histoire en fait. Je pense qu'au tout début, années 80, années 90, les premiers passionnés, c'est un peu des aliens dans le paysage. Ils se disent peut-être pas eux-mêmes que ça va perdurer. Tu vois. Donc le côté conservation et importance du début, ceux qui vivaient le hip-hop au tout début, ils étaient dans l'instant et c'était une passion naissante que beaucoup de médias critiquaient, ou beaucoup d'experts musicaux du rock nous disaient ça va pas durer, tu vois, on croyait que c'était la tectonique, tu vois, que ça allait durer 2-3 ans et puis que ça allait s'éteindre. Donc je pense qu'au début, il n'y a pas eu l'impact de waouh, on vit quelque chose d'historique qui va être la fondation d'un courant culturel énorme qui va peut-être perdurer 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc on n'avait pas mesuré ça. Il a fallu que les groupes ou que des morceaux fassent des cartons pour qu'ils commencent à avoir des petites émissions spé et une légitimité aussi dans les médias. On a commencé aussi à organiser des entités comme la Zulu Nation qui a eu son chapter belge. Il y a Souterrain Productions qui ont commencé à créer des événements eux-mêmes. Tout ce côté prise de conscience, on vit quelque chose qui va durer, c'est pas dans les années 80 qu'il est né, c'est dans les années 90, 95. Il a commencé à avoir les premiers fanzines. Il y a les premiers passionnés qui recensent les pièces de graffiti. Et en fait, le fanzine graffiti va commencer à nourrir un fanzine culture urbaine. On a un mélange d'interviews de rappeurs belges. On a un mélange d'actualités de rap français avec les sorties NTM, La Clica, etc. Et on a aussi des reviews du rap américain. Donc on commence à avoir des premières bribes de documentation papier. Après coup, les magazines, avec l'avènement du MP3, vont commencer à aussi mourir. Il y a les premiers sites, et là c'était la grande mode des sites web. Il y a eu Legal Sounds, il y a eu plein de sites web belges où il fallait être un webmaster pour être le boss du POSI, tu vois, du crew. Et là, en fait, ça commençait à créer, il y avait des forums. Nous, on a eu ultrastarflamme.com, des fans qui faisaient un forum sur Starflame où ils conversaient. Ouais, t'as vu le concert d'hier, c'était bien. Non, ils ont fait 3 fois le même morceau. Enfin, tu vois, ça critiquait. En parallèle à ça, après, il a commencé à avoir les MySpace. Et puis, on est arrivé dans la digitalisation. Tu as parlé de la digitalisation qu'il y a aujourd'hui, qui aide à informer, en tout cas instruire les plus jeunes. Donc le jeune de 16 ans qui maintenant il tombe amoureux du rap belge et il veut en connaître l'histoire, il veut en savoir l'histoire, s'il va sur le net aujourd'hui, il va tomber sur plusieurs médias et plusieurs personnes qui ont diffusé des choses intéressantes avec une histoire qui certes, certaines dates ne sont pas correctes, certains acteurs sont plus mis en avant que d'autres ou que sais-je, mais il va quand même, quand il va aller de média en média voir ce qui a été fait, il y a les mêmes noms qui vont ressortir. Et du coup, les mêmes périodes aussi qui vont sortir, les mêmes titres, les mêmes disques qui ont marqué l'histoire du rap belge qui vont ressortir. Et du coup, il n'aura pas l'histoire exactement comment elle s'est passée, mais il aura quand même une idée de « ok, c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela ». Je crois qu'il aura des grosses références. Moi, par exemple, on parle souvent de rap belge et moi, dès le départ, j'ai vu ça comme… j'ai pris le hip-hop belge parce que quand tu regardes ce qu'on a recensé, par exemple, on a beaucoup de beatmakers qui ont sorti aussi des disques, des DJ aussi. Et j'ai toujours pris ça comme une culture dans son ensemble. Parce que le rap, c'est assez réducteur quand tu vois les gens qui ont fait de la culture. Tu as des graphistes, tu as des gens qui ont, comme il disait, qui ont fait eux-mêmes leurs propres events. Il y a tellement de métiers, tellement de choses qui englobent tout ça que moi, rester cantonné au rap, ça n'a jamais été ma volonté. Maintenant, effectivement, si un jeune de 16 ans veut dire qui étaient les premiers rappeurs de l'époque, je pense que maintenant, oui, il peut se dire, voilà, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, on sait que ces gens-là, ils ont fait beaucoup pour la culture. Ça, je pense que tu peux le trouver. C'est plus quand tu commences à aller dans les années 2000, 2005, 2010, où là, il y a vraiment eu un gros manquement. Il y avait aussi une période entre, on va dire, 2005 et 2012 où le hip-hop, voire même le rap, c'était plus trop à la mode. Il y avait quelque chose qui était un petit peu différent. Donc ouais, tu peux avoir des références, mais dans sa globalité, le travail, il est encore à faire. Mais ce que je voulais dire aussi, en fait, quand j'ai mentionné le rap, donc un amoureux de rap, il a quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose et s'instruire et se documenter, puis aller, après, s'il va aller plus loin, bon, il va galérer un peu, mais il va finir par trouver quelque chose. Mais pour ce qui est des autres disciplines, c'est là où je voulais en venir, c'est encore plus compliqué. Et du coup, est-ce que vous avez une réponse de pourquoi, en fait ? Il y a des disciplines délicates, par exemple le graffiti. On a fait un podcast sur le graffiti qui s'appelle Vandal. Il faut savoir que les gens qui ont produit ce podcast, ils ont mis des mois et des mois à convaincre des graffeurs de parler en fait. Parce que le graffiti, Vandal, c'est complètement illégal.
Et donc, tu ne vas pas chez toi, en cas de perquisition, conserver tout ce que tu as fait. Et puis, il y a un côté éphémère. Le graffiti, ça vit et ça disparaît. C'est intrinsèque au graffiti. Donc, des disciplines comme le graffiti, c'est un peu normal qu'on n'ait pas tout conservé. Après, pour l'aspect DJ, beatmaker, bah ouais, les productions, comme il dit, elles restent sur des disques, mais malheureusement, il faut aller dans les crédits d'un album pour se dire « Ah ouais, c'était lui qui avait produit ». Parce que comme tu dis, on met en avant plus le chant et le rap ou la chanteuse. Et pour qu'est-ce qui reste? La danse, je pense qu'il y a plus de matière qui a dû rester. Mais le hip-hop, comme on voit aujourd'hui, la définition de la danse du hip-hop, elle s'est tellement popularisée avec des cours de hip-hop, raga, machin, à toutes les sauces, qu'en fait, l'essence même du b-boying, c'est aussi devenu une niche, quoi, tu vois. Donc, on a des experts qui doivent certainement avoir des vidéos. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme en France, des DVD qui sont sortis avec des grandes compétitions de break? Peut-être parce qu'il y a aussi un aspect financier. Je sais que maintenant, depuis quelques années, Red Bull, avec le BC One, est fort investi dans la culture danse. Mais c'est un des seuls acteurs commerciaux qui ont porté la danse. Tu vois, par exemple, au niveau de la danse, il y a eu un livre qui est sorti par Didier Stiers à l'époque, où tu peux retrouver un peu quelques notions sur l'histoire. Mais c'est un monde, en fait, c'est des mondes à part. Moi, j'ai l'impression que tu vois, le graffiti, le rap, le DJing, c'est énorme dans toutes les disciplines. Il y a trop de matière à traiter. C'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu rester concentré sur l'aspect musical. Mais on parlait tout à l'heure de Dextro qui, lui, archive tout le graffiti chez lui. C'est seulement maintenant que en fait, il y a des gens qui sont en train de découvrir, qui sont du milieu du graffiti, qui conservent ça depuis des années. Et j'étais choqué de savoir que moi je le savais depuis un petit temps parce qu'on se connaît et tout. Et en fait, voilà, j'espère qu'il pourra montrer tout ça. Là, il y a aussi, on ne parlait pas des photographes, mais là on vient de présenter une expo de Caro sur quelques photos qu'elle a prises il y a plus de 25 ans qui n'ont jamais été montrées au public, qui ont été faites dans des événements un peu mythiques. En fait, s'il n'y avait pas eu tous ces gens, pour être là au bon moment, conserver. Je pense qu'ils ne savaient même pas qu'ils allaient conserver tout ça. Ils étaient, comme il disait dans l'instant, on prend les photos, on ne sait pas ce qu'on en fera. C'est pour ça que je disais, il y a encore tout qu'il y a à faire, mais il y a quand même une évolution depuis l'époque, je trouve, où il y a beaucoup plus d'initiatives qui sont prises. Déjà, perdurer dans le rap en Belgique pendant plusieurs générations, c'est très difficile. Mais la danse, c'est physique, tu vois. Donc quand tu deviens papa, maman ou autre, est-ce que tu vas conserver ça, le pratiquer, donner des cours et en vivre? Quand tu as un métier et tout, c'est compliqué. En général, les seuls graffeurs qui vivent de leur passion 20-30 ans, c'est vraiment des purs perpètes. Moi, j'en connais un ou deux, tu vois, mais je connais pas beaucoup de gars qui sont restés 20-30 ans dans le graffiti. Par contre, j'ai quand même l'impression que les plus jeunes, ils s'intéressent beaucoup à l'histoire du graffiti. Ça, j'ai eu beaucoup de retours d'anciens, même si j'aime pas trop ce terme, qui nous disent « Ouais, en fait, les jeunes, ils kiffent ce qu'on fait, ils s'intéressent à mort. » Et nous, on l'a aussi remarqué avec l'expo ici, on a eu des jeunes de 15, 16, 17 ans, ils ont halluciné parce qu'ils connaissaient peut-être un disque là dans la dernière période et ils ont découvert des trucs, ils étaient sur le cul. Et on se dit que mine de rien, ça parle à fond, c'est juste que ça doit être plus mis en avant, mais ils sont assez friands. Donc il y a une demande quand même. Il y a, en tout cas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment forcément. Il y en a une. On l'a vraiment remarqué cette année. C'est simplement que s'ils ne sont pas au courant, voilà, ils ne vont pas spécialement faire la démarche de venir. Mais ils sont intéressés parce que je crois qu'on est dans une période où il y a tellement de produits qui sortent que même eux ne savent même plus où donner de la tête. Et ils se disent, si c'est structuré, il y a moyen de s'y retrouver. Donc voilà, c'est parce que trop de propositions ces 3-4 dernières années et donc tu t'y perds. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce que tu fais, qu'on ne voit pas nous, donc le travail de l'ombre que tu fais pour recenser toutes ces œuvres et toutes ces archives-là? Ça a été depuis des années aller voir des concerts, chiner sur Internet, dans les foires de disques, bouger partout. Là, je me suis vraiment calmé ces dernières années. J'ai beaucoup de chance, c'est qu'on a été aidé par d'autres archivistes aussi. Là, il y a un ami à nous qui, lui, numérise tous les vinyles, tous les CD aussi. Donc on a été aidé heureusement, mais on fait ça bénévolement depuis vraiment de nombreuses années. Comme tu disais, c'est la partie vraiment, le travail de l'ombre que personne ne voit. C'est vraiment compliqué sur la durée de continuer à faire ça bénévolement. On verra où on sera dans quelques années, mais c'est un travail de terrain. C'est tout le temps là quand il faut. Et je t'avoue que ces dernières années, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a eu beaucoup trop d'offres et que nous, c'est très rare qu'on ait reçu des disques gratuits, par exemple. C'est cool de supporter, mais je pense qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. Enfin, je dis pas qu'on doit s'arrêter de supporter. On peut encore faire des projets, mais on doit faire ça différemment, je pense. En tout cas, Melody Girls, il y a un site internet. Vous êtes là sur tous les réseaux sociaux aussi. Allez jeter un œil si vous ne connaissez pas. Franchement,
lourd le travail qu'ils font. Accro, on va parler de Timeline, qui est sorti récemment, que moi j'ai apprécié, je te le dis. Et qu'est-ce qui t'a motivé de le faire? Je suppose que bon, c'est sorti en 2024, mais tu as dû travailler ça, commencer à le bosser peut-être 2022, peut-être même 2021, je ne sais pas. 2021 où tu sors déjà un livre sur ton histoire et celle du coup forcément de Starflame et même de Tarmac. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à te dire bon là c'est bon, ça fait depuis 2016 je suis chef éditorial de Tarmac, quel bail, on fait quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est quoi l'élément déclencheur? D'abord par rapport à mon expérience dans les médias, il fallait une maturation, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver en 2016 et faire un documentaire tout de suite. Donc moi, ce n'est pas mon métier à la base de la réalisation vidéo. Donc je gère des réals avec des visions de format, etc. Et puis, en voyant des documentaires arriver sur les Suprêmes, NTM, IAM, Jul, Orelsan avec son frère, etc., je me suis dit, écoute, amoureux aussi de plateformes de streaming à la Netflix et autres, je me dis, on n'a pas ça. C'est dommage, parce qu'on a eu tout de suite, dès 89, 2 hits, Pump Up the Jam, Yakit K, oui, qu'on peut considérer comme de la dance, mais qui est quand même aussi du rap, c'est de l'euro dance ou du rap, du hip house, tu vois. Et puis on a du côté francophone Benny B qui va populariser le genre en France. Donc on ne dit pas que c'est le premier rappeur français, mais c'est celui qui amène le rap dans les chaumières, quoi, tu vois. Et donc je me suis dit, moi, en tant que deuxième génération, j'avais envie de comprendre comment eux, en Belgique, sans médias dédiés, sans émissions spé, sans peut-être avoir de moyens parce que c'est des gamins de Molenbeek ou de Scarbeck, comment est-ce que eux sont tombés dans le hip-hop? Et je me suis dit, je vais essayer de faire une ligne du temps de plus ou moins 5 années par épisode, de 80 à 2020. Et puis en fait, 80, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc c'est plutôt 84-2024 où les 40 ans se sont bien mis. Et qui ont créé 8 épisodes de 5 ans en fait. Ça a commencé, oui, juste après le livre. Donc entre 22 et aujourd'hui, il y a eu une réflexion d'abord de structure, puis après il a fallu trouver une boîte de prod, il a fallu trouver des moyens, il a fallu trouver une diffusion. Grâce à Tarmac et au succès du média, la RTBF m'a fait confiance, mais c'était une unité documentaire, donc c'est pas non plus mon pôle qui nous a aidés, tu vois. Donc c'est les documentaires RTBF qui ont poussé. Et puis, tu rends des dossiers, il faut commencer à écrire la structure, contacter des intervenants. Et là, c'est le choix compliqué. C'est pour ça que ça s'appelle une belge histoire du rap. Il y en a des milliers des histoires du rap. Il est là pour en témoigner. Et donc cette histoire-là, effectivement, elle passe par mes yeux d'abord, par mes connaissances, même en étant tout à fait objectif. J'ai aussi, comme lui, été chercher des acteurs, des événements, peut-être que j'avais oublié et qui étaient importants à mettre dans la ligne du temps, tu vois. Mais donc, excuse-moi, quand tu écris, tu t'écris tout seul de A à Z? Non, je suis accompagné de Robin Knudsen qui est le réalisateur parce que si tu écris un livre, tu es à la première personne. Si tu écris un documentaire, tu vas servir une image. Et donc, en fait, la scénarisation des intervenants et du rythme entre archives, intervenants, moments musicaux, temps de pause. Et puis, un documentaire, même si il y a les faits historiques, il y a quand même un petit peu d'émotion à apporter. Sinon, tu décroches. Donc, tu dois t'attacher à des personnages. Tu dois avoir les succès et les échecs. C'est ça qui va rythmer, comme dans une série Netflix. Est-ce qu'il est mort? On va le savoir au prochain épisode. Nous, on a joué sur ce côté. Ouais, c'est peut-être eux qui vont faire péter le rap belge. Eh ben non, c'est pas eux. C'est les prochains. Est-ce que les prochains, c'est eux? Eh ben non, c'est pas eux. Et en fait, grâce à ce côté escalier de succès et d'échec, c'est relatif le mot échec, tu vois, mais c'est dire, on s'attendait à ce que ce soit James Dino. Eh ben non, c'était pas James Dino. Il a eu des problèmes psychologiques et son hit, il n'a pas fonctionné sur la France. Après, c'est Stromae. Et Stromae, grâce à lui, il y a eu d'autres ouvertures, tu vois. Mais avant ça, il y a aussi d'autres acteurs. Il y a le côté underground commercial, il y a toutes ces thématiques qui sont mises en avant. Et puis, il y a aussi la Flandre. Et moi, à la base, je voulais créer Timeline, la véritable histoire du hip-hop belge. J'étais dingue, tu vois. Là, je me serais flingué. Et grâce au réal qui a coécrit, m'a dit Thomas, on ne sait pas raconter le hip-hop belge en 8 fois 26 minutes. Ce n'est pas possible. Et ils avaient trop raison. Donc, je l'ai ramené au rap belge et je n'ai plus gardé la véritable histoire du rap belge. Sinon, je serais déjà pendu à côté du Mannequin Peace, tu vois. Mais donc, tu voulais faire le hip-hop? À la base, je voulais faire le hip-hop. Ok. Et franchement, ça ne tenait pas. Et heureusement, ils m'ont refroidi. Moi, je voulais faire toutes les disciplines. Mais alors, ce qui aurait été compliqué, c'est qu'effectivement,
quelle discipline allait prendre le pas sur l'autre. Quel acteur de la danse va pouvoir permettre dans l'histoire de relancer vers le rap, vers le DJing, etc. C'était vraiment compliqué. Donc oui, on ne parle pas des autres disciplines, mais quand même, on apprend que DDK, qui va être le DJ le plus représentatif des années 80, bah, c'est grâce au DMC qui va rentrer dans BRC et dans Benny B, qui vont faire un succès, et que sans lui, en fait, qui a aussi été voir les Parisiens de Assassin, etc., à la Chapelle et au Terrain Vague de Paris, bah, c'est comme ça que le hip-hop, comme il dit, il fallait prendre le train, il fallait être dans des concerts à un moment T, avec ton appareil photo jetable ou avec tes premières caméras dans les années 90, tu vois. Fallait vivre ces moments-là. Si tu le vivais pas dans l'instant, bah, il n'y avait rien en fait. Tu allais juste entendre dire hier il y a eu un concert, tu l'as loupé. Hier il y a eu une jam graffiti, tu l'as loupé. Il y a eu une battle de break, tu l'as loupé. Et donc pour dire que j'ai dû choisir des acteurs, on a eu du mal, mais 45 personnes interviewées, c'est énorme déjà à mettre. Donc effectivement, je sais qu'il y a eu des frustrations tout à fait légitimes. Quand par exemple on a Scylla qui parle de la création d'Opac, qui parle de leur album et qui parle aussi d'une mixtape. Nous, on a gardé ce côté mixtape. Ben, en fait, effectivement, derrière, les gens nous disent « Ouais, vous ne nous avez pas mentionné Opac l'album, vous avez bâclé, il y a des fake news. Ben, » parce qu'on a dû recouper et qu'on ne peut pas tout garder. On est en train de travailler une série podcast où, justement, je peux reprendre certains personnages et leur donner plus de paroles. Et ça va se faire écouter sur plus long terme. On est sur du minimum 20 minutes par personne. Et donc, on a tellement une matière qu'on peut encore raconter d'autres histoires, quoi. Toi, Sony, tu es dedans? Oui. Tu es dedans. Du coup, tu as accepté favorablement, comme tu le fais avec Boap aussi. Je vais te demander ton avis sur le... Enfin, au final, tu l'as vu? Ouais. Tu l'as vu entièrement. Quel est ton avis sur Timeline? Moi, je vois ça comme un projet complémentaire à d'autres projets. Nous, on a proposé autre chose en 2017. C'était des disques, c'était... on va pas dire plus fourni, mais tu vois, on était sur des disques, c'était déjà autre chose. Et c'est pas le même projet. Mais pour moi, tout est complémentaire. C'est-à-dire que s'il y a des manques, la personne qui va te dire « j'aurais aimé qu'on aurait dû faire ça », ben moi, je lui proposerais « fais-le ». Tu vois, parce qu'en fait, il y a tout qu'il y a à faire. Il faudrait voir en fait les moyens qu'il a eu, les moyens que nous on a eu pour faire notre projet. Et ça, on ne parle jamais vraiment de ça. Donc je ne sais pas forcément l'intention que vous avez de départ. Nous, on savait clairement ce qu'on voulait faire quand on a fait 25 ans de disque 2.0 à l'époque, ce qu'on a voulu faire ici. Donc moi, je vois à chaque fois les choses comme un nouveau projet. Après, c'est critiquable. Tu prends les bonnes critiques, les mauvaises, et tu essayes de corriger ou de faire, enfin, je sais pas, de faire mieux. Mais moi, j'ai l'impression que depuis aussi une bonne quinzaine d'années, il n'y a pas eu énormément de propositions en termes de projets vraiment, d'archives, de docus, même de bouquins. On en parlait tout à l'heure avec un visiteur. Il y a eu réellement un livre dédié à la culture hip-hop belge fait par Alain Lapiower. Après, il y a eu des livres sur des artistes. Je pense il y a Acro, il y a Manza qui a sorti aussi un bouquin, il y a Tarwan. Il y en a plusieurs, mais vraiment un livre dédié à l'histoire, il n'y en a pas eu non plus. C'est pour ça que je dis qu'en gros, il y a un projet qui se fait, mais à d'autres personnes de le faire. Après, généralement, on ne voit pas l'énergie qui est investie derrière. On ne voit que le résultat final. Et c'est des heures et des heures et des heures de travail, et tu t'arrêtes jamais. Donc voilà, c'est plus... moi, j'ai l'impression... nous, on a proposé autre chose. Par exemple, un documentaire, moi, je ne pourrais pas le faire. Clairement, me mettre dans la vidéo, rien que les choix, je serais devenu dingue. C'est-à-dire que quand moi, je suis allé recenser les disques, je ne sais même pas comment j'ai réussi à en avoir autant. Parce que déjà à l'époque, on nous disait « Waouh, vous avez oublié personne ». Mais j'ai tout le monde qui m'a dit ça. Mais quand après on revient, je crois, plus ou moins 7 ans plus tard, où on triple le volume, on se dit, si on te dit déjà ça à l'époque et qu'après tu en as encore des centaines et des centaines, c'est que là il se passe quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Ce que j'ai demandé à Sony, j'ai envie de te le demander à toi aussi, et tu l'as déjà un peu fait, mais j'ai envie que tu ailles plus dans le détail, vraiment nous dire vraiment le travail de l'ombre quand on décide de s'y mettre pour une série documentaire comme celle-là, les choses que nous on ne voit pas et que les gens qui ne sont pas du domaine aussi ne peuvent pas comprendre. Est-ce que tu peux essayer de l'expliquer pour tous ces gens-là? D'abord, il y a un travail d'écriture et un travail de choix de personnages. On prend d'abord de la hauteur sur une ligne du temps. Donc on commence par un tableau sur lequel on va mettre des moments forts, des moments clés, sur lesquels tout le monde est d'accord. Donc la naissance des premiers rappeurs d'où ils viennent en Belgique,
les premiers événements qui ont lieu, les premiers succès commerciaux pour que, comme je dis, celui qui est externe à notre culture puisse quand même avoir des points de compréhension. Et puis, dans ces grandes lignes, on va aller mettre des personnages intermédiaires qui font le lien entre les briques, tu vois. Exemple, je parle du succès de Benny B, de BRC. Il me faut un fourmi qui a été investigateur de tellement de soirées et qui a suivi le mouvement depuis la naissance pour venir appuyer les propos d'un Benny, d'un dédiqué, etc. Donc ces personnages-là. Et puis là, je fais confiance au réalisateur qui me dit, dans un épisode, moi je voulais en mettre 20, 30 des personnes. Mais non, ça ne tient pas la route. Pour qu'on s'attache à des personnages, il faut rationaliser, il faut en mettre que 5, 6. Et donc là, je comprends. Je fais aussi confiance à c'est pas mon métier de réaliser, c'est pas mon métier de raconter des histoires, donc je dois faire confiance et donc je dois faire le deuil d'autres personnages. Donc on revoit l'écriture, on réécrit, on essaie d'avoir une ligne du temps qui tient la route. Et puis, comme je le disais, il faut une scénarisation où il y a des moments forts, il y a des moments qui redescendent, il y a des moments d'émotion, il y a des moments de narration pure. Et très important, et là aussi c'est le réalisateur qui me l'a apporté, il faut des événements sociétaux. On est dans quel quartier? Comment ça se passe à cette époque-là? Est-ce qu'il y a de la discrimination? Est-ce qu'il y a des facilités? Est-ce que lui vient d'un quartier bourgeois? Est-ce que lui, ses parents, ils sont immigrés de quelle génération? Est-ce qu'il est né avec le français? Est-ce que, tu vois, tout ça c'est important parce que ça va donner un contexte. Et donc, on réécrit, on amène les contextes. On veut représenter Bruxelles, on veut représenter Liège, on veut représenter Charleroi, on veut aussi représenter la Flandre. Et tu vois, donc, mais la Flandre, ça c'est le côté business. On s'attend à ce que la VRT coproduise, mette plus d'argent dans la machine. Il y a un petit peu d'aide, mais ce n'est pas 50-50. Donc en fait, ce côté belge, parce qu'en Flandre, il y a eu aussi plein de DJ, plein d'événements, plein de mixtapes, plein de productions que je n'ai pas pu mettre en avant. Parce que c'est une belge histoire du rap, elle est clairement beaucoup plus francophone que belge en fait. Tu vois. Donc là-dessus aussi, on a fait notre deuil. Et au fur et à mesure, tu avances, tu construis. Et puis tu dois trouver les lieux. Tu dois monter une équipe de prod petite mais efficace. Au tout début, tu vois, je ne sais pas si tu connais Hip Hop Evolution, le format. Au début, je devais être dans toute l'image, checker tout le monde, m'installer comme toi avec les gens et on devait me voir et je devais être le narrateur. Par problème de moyens, de nombre de caméras et tout, on m'a sorti de l'histoire et on s'est focalisé sur les personnages pour qu'ils racontent l'histoire et que je fasse quelques voix off. Et en fait, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que par le manque de moyens, on a dû se débrouiller, ça c'est très belge, et on a dû se dire, bah non, l'histoire, on va la raconter par des cadres simples et efficaces. Et puis, il y a aussi besoin de personnages externes qui sont observateurs ou qui sont experts. Sony en est un, Alain Lampiower en est un. Le regard français sur les Belges était très important, c'est-à-dire qu'avoir des groupes comme IAM, c'est un honneur que IAM me parle de Sally, des Fidji, que Fred de Skyrock, qui est la radio qui diffuse le plus et qui a créé tellement de carrières de rap, ait un regard sur Benny B, sur James Dino, tu vois, sur le rap. Et voilà, tout ça c'était important. Après, c'est clair qu'on m'a fait aussi beaucoup de retours négatifs sur le fait qu'on n'a pas assez mis de femmes en avant. Et je le déplore, mais le hip-hop belge et le rap belge, enfin pas le hip-hop, le rap belge a manqué pendant toute son histoire d'une Diams ou d'une ambassadrice qui aurait fait un succès commercial aussi et qui aurait fait beaucoup de concerts, etc. Il y a eu plein de passionnés, mais des Puta Madre le disent aussi dans le documentaire, c'est un mouvement très masculin en Belgique, tu vois. Et voilà, ça c'est un peu aussi effectivement dommage. Et j'aurais aimé qu'on ait plus d'actrices féminines populaires pour les représenter, tu vois. Même au niveau des disques, en fait, moi je l'ai remarqué, les femmes, elles sont vraiment minoritaires de chez minoritaires. Il y en a eu à certaines périodes, puis ça s'est calmé, il y en a eu de nouveau eu. La seule qui est devenue vraiment populaire, c'est Colly, et c'est en Flandre. Aïcha, Lady N, Nina Miskina, Sismix, elles étaient à un certain moment, et c'était super ce qu'elles faisaient, mais en vrai, il n'y a pas eu dans la durée quelque chose où tu te dis waouh, super le parcours. C'est votre génération avec Shai qui ont amené une femme, ouais. Et pourtant elle est partie, tu vois. Elle est plus pour moi dans une identité française que belge.
Je voulais te poser une question aussi par rapport à ton époque Starflame. Est-ce que, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, de savoir, il y a ceux qui étaient dans les années 80, qui étaient dans l'instant, qui ne pensaient pas forcément au futur, c'est-à-dire qu'il y ait des archives de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient fait. Est-ce que toi, quand tu vis ce que tu vis avec Starflame, tout ton crew, tu penses au futur à ce moment-là? Premier album Starflame, tu penses pas au futur, hein. Sérieusement, hein. Tu vois, on était dans le même mood que les gars des années 80, c'est-à-dire on fait le rap pour se faire plaisir, on est dans les premières mouvances où il y a le freestyle, le partage, parce que tu as des exemples aux États-Unis comme le Wu-Tang et en France comme la Clica. On veut rapper entre potes, on veut se passer le mic. Donc c'est ça, Starflame au début. Premier album, bah, c'est une chance et c'est un label flamand qui nous le donne, qui nous permet de signer. Et puis après, oui, il y a les concerts qui vont confirmer. Et puis il y a un attrait, plein de maisons de disques s'intéressent à nous. Et donc on va après en faire un peu un métier. Mais il a fallu attendre la Sonora pour que j'ai, dans les mois d'après, un statut d'artiste. Avant ça, je suis aux études et je n'ai pas de statut d'artiste. Et même, vous parliez de TFE, ça me fait rigoler parce que moi, je faisais des études d'éducation physique à Charles Bulls. Mon TFE, c'est comment s'épanouir au travers du breakdance. Donc en fait, je faisais déjà un parallèle entre la gym, avec les ciseaux Thomas, le cheval d'arçon et tout, et le break. Donc j'ai fait aussi mon TFE comme vous, tu vois. Et je ne sais pas où il est. D'ailleurs, je pense que j'ai eu que 65%, c'était pas ouf. Et à l'école, là, on me reprochait, ouais, tu viens jamais étudier parce que tu fais de la musique. Et dans la musique, on me disait, tu viens jamais en répète parce que tu as examen, tu vois. Donc j'ai dû faire les deux de front. Et du coup, à ce moment-là, même quand un succès comme la Sonora arrive, je ne me dis pas que je vais en faire un métier. Et je crois que heureusement, on a gardé la tête froide et après, on a continué à avancer, on a pu faire nos carrières, tu vois. Parce que si on s'était dit du jour au lendemain, c'est génial, je suis un rappeur, je vais faire ça toute ma vie et je vais péter le score, et qu'on aurait commencé à essayer d'être dépensier ou avoir une vie déconnectée de la réalité, ça ne nous aurait vraiment pas rendu service et on serait tombé très vite de haut, tu vois. Donc voilà, au début, il n'y a pas ce côté-là. Et puis les traces musicales, bah, c'est clair que nous, on commence à rentrer dans l'ère digitale avec le deuxième album, où il y a les télés, il y a les DVD, il y a des supports. Donc ils sont en magasin, ils vont rester. On vend avec Starflame beaucoup de disques sur le deuxième album, et tout ce qui se fera après est resté. Ceci dit, quand j'ai demandé pour le documentaire à notre éditeur qui nous demandait de l'argent, même en tant que producteur, pour avoir des droits de Starflame, j'ai dû payer. Et je demande à EMI Édition, déjà on négocie le prix, tu vois, comme je suis dedans. Et après, quand je leur dis, bah, c'est super, on a payé, où sont les images, où sont les sons? Ah ben, on les a pas. Donc en fait, nous-mêmes, on a dû diguer nos propres archives parce qu'eux, ils n'avaient rien, et pourtant qu'ils sont éditeurs. Donc c'est pour te dire. Waouh, quelle émission, hein. Moi j'ai kiffé vous avoir, j'ai kiffé vous entendre parler et répondre à toutes les questions que je vous ai posées. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dont on n'a pas encore parlé? On parlait de l'instant, qu'à l'époque ils étaient beaucoup dans l'instant à faire des albums, des concerts, et qu'on ne pensait pas archiver. Et que maintenant c'est vachement plus facile, j'ai l'impression de le faire. Des fois on a même des artistes qui nous disent « j'ai pas mon propre album ». Et je pense que peut-être ce serait ça qu'il faudrait essayer de faire comprendre aux acteurs, c'est que quand ils font un projet, de le figer, de le garder bien au chaud et d'essayer de penser aux générations futures. Parce que nous, on a tout ça avec la structure Melody Girls, mais le jour où je suis plus là ou qu'on n'est plus là, ben, j'aimerais bien que ça soit disponible en fait. Est-ce que la plateforme a numérisé toute la documentation? Nous, on a digitalisé tous les disques. Et tout ce qui est papier? Non, pas encore. Si je suis payé à le faire, je le ferai bien volontiers, et encore, tu vois, ça fera beaucoup trop de boulot. Les disques ont été digitalisés, donc c'est pour ça que là, il y a un serveur et que l'application d'écoute fonctionne. C'est grâce à tout ça, donc on a quand même fait un travail de fou. On a dû aussi scanner toutes les pochettes, tu vois, donc c'est pour la reconnaissance. C'est un travail déjà, mais trop énorme là. Donc, Il y a les crédits aussi de ceux qui ont fait les pochettes et tout? Sur les albums, oui, tu vois cover avant, cover arrière. Hein. Après, on n'a pas vraiment été dans les livrets à tout faire comme des dingues. Quoique pour certains quand même, mais ce serait le bon message, c'est de dire à n'importe quel artiste, tu vois, de conserver son projet. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent « ouais, j'ai des disques chez mes parents, mais elle a tout jeté », tu vois.
Et quand on te dit ça, t'es dépité, tu te dis mais waouh, j'ai cherché ça depuis des années. Mais on nous a vraiment balancé ça plus d'une fois et c'est pour ça que je suis... voilà, j'ai vraiment envie de le préciser parce que c'est super important et qu'après nous, il y aura d'autres passionnés, d'autres activistes et qu'on n'est pas les derniers. Je suis en train de préparer aussi un album qui va arriver. J'ai envoyé les vinyles au pressage, mais c'est vraiment pour le kiff, tu vois. C'est une petite édition limitée. Voilà, je pense qu'après aussi autant d'années dans les médias, Timeline, ça m'a aidé à faire aussi autre chose que de servir les formats des autres, tu vois. Quand je me mets dans les médias, c'est parce que j'adore ça et que j'aime aider à produire ou à cadrer des projets différents des miens. Mais après, ça a un peu effacé mon propre personnage et mon écriture, mon côté artistique, tu vois. Et du coup, là, j'ai produit un album avec Daiko. C'est un jeune beatmaker de 25 ans. On a travaillé aussi la DA avec Fait les Flingues, qui était dans le groupe Le 7-7. Et je me suis vraiment fait plaisir. En tout cas, merci à vous deux. Thanks. Merci aussi. Accros venu sur EDM, Bwap Media. Moi, j'ai kiffé. Je sais pas vous direz en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, Bwap Media, sur tous les réseaux sociaux. Cliquez sur la cloche. Suivez aussi nos invités. Accro, il est là sur Instagram, il est là partout. Puis Tarmac, que vous suivez tous les jours. Et puis Sony, Melody Girls, il y a le site internet, ils sont là sur tous les réseaux sociaux aussi. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur tout ce qui s'est fait dans la culture hip-hop en Belgique, n'hésitez pas à cliquer sur Melody Girls, cliquez sur Tarmac aussi, qui a plusieurs podcasts. Il y a Vandal qui retrace l'histoire en 10 épisodes du graffiti. Je vous invite à suivre ça, franchement c'est cool avec la petite voix de Nora qui parle. Et puis voilà, Bwap Media aussi, on a un petit concept qui s'appelle Précurseur. On a clairement reçu des précurseurs de cette culture-là. Et on a parlé, c'était avec Lou Guns de Bwap Media. Et donc voilà, ciao ciao les gars, Azam Andrew, Bwap Media, EDM. On se voit au prochain épisode et bonne année.